Vous savez que quand les politiciens tiennent des points de presse, oui, ce qu'ils disent, c'est souvent crypté, même s'ils y mettent évidemment leur touche personnelle. Mais il y a des gens dont le métier, c'est d'écrire les discours des politiciens. C'est un métier qui est peut-être un peu méconnu. Et on va l'explorer un peu avec Étienne-Alexandre Beauregard, qui est maintenant chercheur à l'Institut Cardus, auteur et ex-rédacteur des discours du premier ministre du Québec. Il a écrit les discours de François Legault pendant 3 ans. Bonjour. Bonjour. Et quel est le rôle, justement, d'un rédacteur de discours? Bien, c'est sûr, quand un élu prend la parole, la plupart du temps, il y a besoin de notes qui vont un peu faire les grandes lignes de ce qui est supposé de dire. Puis ça sert un peu comme un canevas pour sa prise de parole. C'est bien rare qu'on a un élu qui va vraiment tout lire de A à Z comme si c'était là, une pièce de théâtre. Il y en a qui préfèrent fonctionner par puce, il y en a d'autres qui aiment mieux des petites phrases courtes. C'était le cas du premier ministre pour vraiment aller à l'essentiel. Et puis, rendu là, nous, notre côté, comme rédacteur, moi, je pense que l'essentiel du rôle, il y a vraiment 2 aspects. Le premier, c'est d'être capable de vulgariser des choses qui sont parfois complexes, hein, surtout quand on est au gouvernement, on a beaucoup des programmes gouvernementaux à annoncer. Comme journaliste, vous n'êtes pas sans savoir que des fois, on se perd un peu dans les acronymes, dans les complexités aussi de quel argent vient de quel fonds, qu'est-ce qui est investi où, c'est sa première partie. Et la seconde partie, c'est aussi d'être capable de contextualiser ou de politiser le message, si on peut dire, pour montrer comment l'annonce en question s'inscrit dans l'agenda du gouvernement, comment ça s'inscrit dans la vision du parti politique qui est au pouvoir. Et les petites phrases accrocheuses qu'on aime bien, j'imagine, voir reprendre dans les médias, ça doit être une certaine fierté pour vous? Ah oui, c'est sûr que ça, il y a du bon. Quand on a glané quelques petits indices, là, parce que certains journalistes doivent s'en apercevoir que la plupart des discours, en général, sont assez ternes. Hein. On veut rien qui dépasse pour pas que les élus se fassent trébucher, parce que souvent, c'est un des plaisirs des journalistes. Mais ça va arriver à l'occasion qu'on va laisser des passages qui sont un peu plus imagés, qui sont un peu plus frappants. Puis c'est à ce moment-là, justement, qu'on veut que ça soit repris, parce qu'en fait, le rêve, comme rédacteur, moi, je trouve, c'est quand ton passage fait le titre de la nouvelle. Ça, c'est vraiment quelque chose, oui. Est-ce qu'il vous est arrivé, justement, que certains discours qui font un peu plus scandale, de vous sentir plus impliqué? J'imagine que l'inverse aussi, là, il y a la fierté, mais il y a peut-être l'inverse aussi qui peut être en ligne de compte. Oui, bien, c'est sûr qu'on ne veut jamais... Ça va pour tous les attachés politiques, tous les conseillers. On ne veut jamais être celui à cause de qui l'élu trébuche, parce que c'est un peu ça, un peu à la fois l'ingratitude, mais le côté très protégé du métier qu'on fait. Parce que si jamais nous, on fait une erreur, c'est jamais vraiment nous qui est sur la ligne de compte. C'est l'élu qui a des comptes à rendre aux journalistes. C'est lui qui peut être pris en défaut. Puis au final, souvent, il y a juste nous ou nos collègues qui vont savoir si c'est notre faute. Fait que rendu là, on a un devoir d'autant plus important de ne pas faire d'erreur parce que c'est même pas nous qui en paye le prix. Donc là, c'est encore plus gênant si ça arrive, je dirais. C'est une sorte de canevas, en fait, que vous remettez au premier ministre. Et qu'est-ce qui vous a mené jusque-là? Ah, bien, d'abord, mon parcours n'est pas le seul pour aller là, mais moi, ça a été vraiment à travers le militantisme. Là. Ça fait depuis 2019 que je suis impliqué à la Coalition Avenir Québec, d'abord à travers la jeunesse, puis ensuite, c'est ça, au cabinet du premier ministre. J'avais commencé en stage. Finalement, ça a l'air qu'ils m'ont aimé assez pour me garder pendant quelques années. Et puis, c'est ça, une grande gratitude de ma part de pouvoir faire ça quand même à un jeune âge. Puis c'est vraiment un privilège pour pouvoir toucher un peu à tous les aspects. Parce que quand on est dans les discours, évidemment, on a beaucoup l'aspect communication qui fait qu'on va être avec certains types d'employés du cabinet. Mais il y a aussi l'aspect contenu parce que le rédacteur, c'est un peu la courroie de transmission entre les deux. C'est celui qui fait le lien entre le contenu un peu aride, la politique publique, et le journaliste, le citoyen qui l'écoute avec l'aspect communication. Donc, il y a vraiment cette richesse-là aussi là, dans l'emploi, je dirais. Vous avez fait mention de votre jeune âge. Oui, vous avez 24 ans, si je ne m'abuse. Comment est-ce qu'on bâtit une confiance à un si jeune âge avec un politicien comme François Legault? Oh là là, ça, c'est quand même une vaste question. Je pense que je peux quand même dire que j'ai un peu d'expérience à mon actif. Là. Comme je disais, ça fait déjà 6 ans que je suis impliqué en politique plus active avec la CAQ, que j'étais impliqué. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a de l'expérience aussi. Là. Moi, des fois, quand je parlais avec des candidats qui étaient là depuis 1 an, mettons, je disais, ben, tu sais, j'ai quand même un petit peu d'expérience aussi derrière la cravate. Je suis pas un junior à ce point-là. Mais c'est sûr qu'avec les élus, je pense que c'est aussi par la qualité du travail que ça parle. Tu sais, M. Legault, moi, j'ai que de la gratitude
inquiétude pour lui. D'ailleurs, il a souvent été très vocal sur mes 2 essais, le schisme identitaire, le retour des Bleus, comme quoi il les avait appréciés, qu'il trouvait que ça allait contribuer à la réflexion sur le nationalisme au Québec. Puis ça, pour ça, là, j'ai que de bons mots puis que d'admiration pour lui, vraiment. C'est comme ça, je pense aussi qu'on bâtit la confiance par l'estime qu'on peut avoir, puis cette estime-là est tout à fait réciproque, là. Il faut, j'imagine, apprendre à connaître la personne pour qui on écrit, adapter le discours en fonction de la personne, de la personnalité. Ah oui, ça c'est certain. On ne peut pas écrire pour un élu de la même manière qu'on écrirait pour un autre. On sait qu'il y en a certains qui ont des tics verbaux, des phrases qu'ils vont préférer. Aussi, quand on finit par connaître un peu ce qu'ils aiment dire, il y a certaines lignes qu'on sait que dans un contexte donné, il va vouloir la ramener, donc on va la mettre déjà parce qu'on sait qu'il l'aurait ajoutée sinon. On finit quand même par connaître un peu justement à travers cet échange-là de courriel de va-et-vient, de voir, OK, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut changer, c'est clair. Puis c'est sûr que le fait, pour moi en tout cas, d'être un militant avant, ça a beaucoup apporté aussi à mon travail comme rédacteur parce que ça faisait que je connaissais bien les positions du parti, aussi le vocabulaire, hein, parce que vous remarquerez, vous qui couvrez la politique, qui recevez des politiciens souvent, ils n'ont pas toutes la même manière de parler. Déjà, est-ce que le Québec, c'est une société ou est-ce que c'est une nation? Ça, c'est très révélateur. Puis tous des petits tics verbaux comme ça, quand on parle de certaines réalités, qui vont vraiment nous dire un peu aussi sur leur vision du monde. Fait qu'il faut savoir adapter ce qu'on écrit à cette vision-là. Moi, je serais un très piètre rédacteur de discours pour Québec solidaire, par exemple. Bien, merci, c'est très intéressant d'en apprendre plus sur ce métier-là, comme je l'ai dit, qui était peut-être un peu méconnu. Étienne-Alexandre Beauregard, vous êtes maintenant chercheur à l'Institut Cardus, qui est votre nouveau défi. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.